Allez, troisième partie. Et bienvenue pour cette troisième partie. Donc là, aujourd'hui, enfin maintenant, hop, 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 autorisé, hop, Axel, voilà, a été connecté. Troisième partie, on va dans le cours de TIS, il y a le C pour C comme communication. On va parler de communication. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un métier qui va très vite et donc tout ce qu'on fait, c'est un métier de communication. Ça évolue beaucoup. Hein. On a vu tout à l'heure sur quelques indicateurs, par exemple, sur l'utilisation des moteurs de recherche, dans 2-3 ans, ce ne sera plus du tout ça. Donc, il faut s'adapter à chaque fois et essayer de suivre. Et moi, ma doctrine ou ma ligne, mon axe un peu directeur de tout ce que je vais vous dire, c'est aujourd'hui, si on dit pas ce qu'on fait, c'est comme si on faisait rien. Alors ça c'est un message qui est aussi valable en interne. Vous, par exemple, si vous me dites pas ce que vous faites en tant qu'étudiant, ben, j'ai considéré que vous travaillez pas. Si vous dites pas ce que vous faites auprès de vous faites pas un reporting ou montrez pas ce que vous faites auprès de votre chef, de vos collègues, ben, ils vont considérer que vous faites rien. Si vous dites pas ce que vous faites auprès de vos clients, de vos confrères, ben, ils vont considérer, etc., etc., etc. C'est pour ça que c'est intéressant de rentrer dans une démarche avec LinkedIn, par exemple, montrer ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire, montrer ses compétences, rentrer dans cette démarche-là un peu participative et d'échange. Alors, ça ne veut pas dire parler pour rien dire, parler pour se la péter, parler pour embêter les autres. Non, c'est juste simple, voilà, bah, j'ai fait ça, c'est intéressant, j'ai développé telle compétence, blablabla. Voilà. Il y a aussi un autre intérêt, en fait, de communiquer par rapport aux autres, c'est aussi pour vous de vous montrer votre progression à vous-même. Avoir ce qu'on appelle une démarche un peu métacognitive, être capable de voir qu'on évolue par rapport à ses pratiques, à son quotidien et par rapport à la formation qu'on est en train de faire, par exemple, là aussi. Et rentrer dans ce processus aussi de formation continue, on apprend tous les jours avec des nouveaux trucs, des nouveaux outils. On a parlé de ChatGPT tout à l'heure. Vous n'avez pas eu de cours de ChatGPT, mais tout le monde sait utiliser, enfin, plus ou moins bien, ChatGPT. Donc, on est dans cette démarche-là d'apprentissage. Et donc, LinkedIn, on verra que c'est un des maillons de ça. Alors, la communication, c'est quoi? C'est des échanges entre des personnes, des milliards de personnes. On a vu qu'il y avait dans les stats rapidement des milliards de personnes connectées sur Internet. Je vous redonnerai le lien du site sur Internet. Les stats sont à jour tous les semestres. Pour tous les projets, hein, alors il y a 600 stats qui sont suivis sur ce site-là. Il y a par pays, voilà, on peut spécialiser sur la France ou sur l'Europe, et tout ça c'est gratuit. Hein. Voilà, je vous donnerai ça tout à l'heure, après le cours. La communication, pour moi, enfin, il n'y a pas que pour moi, mais il y a dans les échanges, il y a 3 niveaux qu'on peut qualifier. Le premier niveau, c'est le type de communication qu'on a aujourd'hui. La communication de groupe. Donc, on est quelque chose dans une communication qui est finie. Le groupe, c'est quelque chose qui est fermé. Il n'y a que nous qui avons accès aux échanges qu'on a aujourd'hui. On est combien? 22 une vingtaine dans le cours. Donc, c'est un petit groupe. Et on utilise des moyens de communication qui sont adaptés au cours. Par exemple, le premier moyen de communication que je suis en train d'utiliser, c'est la voix. Vous m'entendez, vous me voyez, c'est la voix et l'image. Et donc, ça marche très bien comme échange. On peut discuter. C'est un autre vecteur de discussion de façon plus ou moins informelle. On arrive à suivre et à suivre la conversation. On arrive d'autant plus à suivre que le groupe est fini. Il y a Monsieur Dunbar qui est un anthropologue qui avait analysé la taille du cerveau humain qui est fonctionnalisé sur la communication sociale. Et il a théorisé, montré que 150, on appelle ça le nombre de Dunbar, le nombre maximum d'individus avec lequel une personne peut entretenir simultanément une relation humaine stable. C'est-à-dire, en gros, c'est des liens plus ou moins forts, mais surtout se rappeler la dernière fois dont on a parlé avec la personne, la dernière conversation qu'on a eu avec cette personne, et le nom, le prénom de cette personne-là, et son contexte social, s'il travaille, peut-être. C'est 150.
Il y a des gens qui ont des aptitudes un peu plus fortes, qui ont développé cette aptitude-là, qui ont travaillé cette compétence-là. Il y a, pour moi, ma référence absolue, c'est mon instituteur quand j'étais gamin, qui est toujours vivant aujourd'hui. Quand je rentre à mon village, et encore la semaine dernière, je vais prendre le café avec lui. Bon, c'est un peu papy, il a plus de 90 maintenant, mais toujours bon pied, bon oeil. Ah, Christophe, tu étais dans telle classe, tu étais assis à côté de telle personne. Et la dernière fois, il fait, mais toi, tu es de 67. Donc, il se rappelle dans quelle classe j'étais. Et je parle de ça dans les années 70. Hein. Euh, dans quelle classe j'étais à l'école primaire. À côté de qui j'étais assis. Et la dernière fois, il m'a rappelé ma année de naissance. Donc, lui, il a des capacités cognitives fortes, sociales fortes. Mais moi, j'ai pas ces compétences-là, j'ai pas ces capacités-là. Donc, au-delà de 150, on est obligé de s'outiller, d'avoir des outils, voilà, pour pouvoir suivre et gérer nos communications. Je ne sais pas vous, dans votre environnement professionnel, avec combien de personnes vous êtes en contact, avec combien de relations vous devez gérer, mais c'est quelque chose qui augmente de plus en plus et on est obligé d'avoir les technologies pour pouvoir communiquer avec tout le monde. Voilà. Mais rappelez-vous, physiologiquement, on est programmé pour gérer 150 relations. C'est d'ailleurs pour ça un centurion, il avait 150 légionnaires sous ses ordres. Hein. Voilà, pour une petite idée, et on retrouve ce chiffre de 150 dans l'organisation militaire, dans plein de trucs. Et là, lui, il a travaillé là-dessus il y a assez récemment. Je vous ai mis le nombre de Dunbar, ici, la référence scientifique. Le deuxième niveau de communication, c'est au niveau de la communauté. Je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, mais par exemple, au niveau d'un club de sport, c'est la communauté des supporters. On prend, alors elle est plus ou moins grosse en fonction de la notoriété du sport, mais les supporters qui viennent au club ou qui sont en ligne, c'est la communauté. Et là, la voix ne suffit pas pour communiquer avec cette communauté. Il faut un mégaphone, par exemple, quand on est dans un stade. Il faut des outils de newsletter, il faut des réseaux sociaux, il faut d'autres outils que la voix uniquement. Et la réunion dans une salle. D'accord? Donc, les outils ne sont pas les mêmes dans la communauté. Et aujourd'hui, la communauté, elle n'est pas homogène. Une communauté de supporters, il y a ceux qui viennent dans la tribune nord, il y a ceux qui viennent des montagnes, il y a ceux qui viennent de la mer, il y a ceux qui viennent ceci, cela. Donc la communauté, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont de tel pays. Les communautés, même si elles sont fédérées par rapport à un club, c'est en fait un agrégat de groupe. Ça peut être, dans certains cas, un agrégat de groupe. La communauté n'est pas forcément très, très homogène. Le groupe, lui, est un peu plus homogène. Peut-être pas socialement, peut-être pas euh, sur l'âge, sur l'échelle d'âge. Par exemple, là, tous ceux qui sont inscrits à ce cours, c'est un groupe homogène parce que vous venez chercher une formation. Alors, je n'ai pas la pyramide des âges dans le groupe, mais c'est à peu près homogène. Vous êtes à peu près dans la même catégorie socio-professionnelle, à peu près ceci, cela. C'est quelque chose d'homogène. La communauté, c'est déjà un peu moins homogène. Et le niveau supérieur, c'est le réseau. Le réseau, c'est quelque chose qui est, lui, complètement hétérogène. Dans un réseau, il peut y avoir 100, 200, 500, 1 million, 2 millions, 500 millions de personnes dans le réseau. Et donc, les outils qu'on va utiliser ne sont pas les mêmes. Quand on met quelque chose dans un réseau social, on ne sait pas s'il va être vu par 10 personnes, donc le groupe dans lequel vous appartenez, ou par des millions de personnes au niveau du réseau. Voilà. Et donc, ça cherche. Les outils qu'on utilise ne sont pas les mêmes. Les dynamiques ne sont pas les mêmes. J'ai mis un petit tableau assez clair, il me semble, là, ici, hein, que vous voyez sur l'écran, la différence entre ce qui se passe au niveau du groupe à gauche et au niveau du réseau. Hein, Isabelle, toi, c'est assez clair, on voit bien la différence. Ici, ce que je commençais à vous dire, un groupe, c'est quelque chose qui est unitaire, unité sociologique, unité de temps. Et c'est quelque chose qui est coordonné. Là, aujourd'hui, le chef, c'est Charles, nous a dit le cours, il commence à 9 heures. Le sous-chef, c'est moi. Je dis bah, les gars, on va faire ça, 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 ça dans le programme. Donc, c'est quelque chose qui est coordonné. C'est un processus qui est fermé. C'est-à-dire que
Si quelqu'un là passe dans mon couloir à côté de mon bureau et m'entend parler, il va pas trop comprendre pourquoi, à qui je parle, de quoi je parle, avec quel langage je parle. Quelqu'un dans la rue qui passe à côté de chez vous, tout à l'heure j'entendais les cloches du village, il entend les mots qu'on est en train de dire. Il y a on a parlé de Notion, de base de données, de vues, de machin, un truc comme ça. Le gars, il va rien comprendre hein, de ce qu'on est en train de dire parce qu'on est dans un processus interne entre nous. D'accord? Et donc ça, c'est la dynamique spécifique à un groupe. Vous entretenez le groupe, il a une histoire et on a des outils spécifiques au groupe. Et on va apprendre, alors on ne se connaît pas encore, mais on va vite apprendre à se connaître, qui fait quoi, comment, etc. Et se qualifier par rapport à ça. À l'opposé, le réseau, c'est quelque chose qui n'est pas basé du tout sur l'unité, mais sur la diversité. Plus un réseau, votre réseau sera divers, plus sera riche pour vous. C'est un réseau n'est pas basé, calé sur la coordination, pardon. Là, on s'est donné rendez-vous à 8 heures, de 8 heures à 11h15, on va faire ça, en trois tranches de 3 heures, blablabla, blablabla. Au programme, il y a ça, 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 tels outils. Donc, c'est quelque chose qui est organisé. Le réseau, c'est pas du tout comme ça. On ne s'adresse pas à des millions de personnes en disant on va faire un événement, on va faire ceci, cela, que là. On, on pose des choses et ils vont se les approprier en fonction de leurs besoins, en fonction de leur dynamique, en fonction de leur disponibilité, en fonction des outils. C'est pas du tout pareil. Et c'est un processus qui est complètement autonome. Quand vous mettez un message sur euh, un réseau social, Facebook, Twitter, moi je dis toujours Twitter, hein, j'aime pas l'autre con, WhatsApp, pas WhatsApp, Insta ou des choses comme ça, vous savez pas s'il y a une personne qui va l'avoir ou des millions de personnes qui vont l'avoir. Il y a le potentiel des millions de personnes peuvent l'avoir, donc c'est quelque chose que vous n'allez pas gérer. C'est pas parce que je mets un message sur Instagram que à mes supporters ou diffuse un réseau que tout le monde va le voir, d'accord? Par contre, c'est quelque chose qui est basé sur l'ouverture. Le processus de groupe, il est fermé. Le processus de réseau, lui, il est basé sur l'ouverture. Ce que vous affichez, vous devez le référencer, faites les liens, les choses comme ça. Et donc, on est sur des dynamiques entre la communication de groupe, les outils que j'utilise dans le groupe, et la communication de réseau et les outils que j'utilise en réseau. Je ne veux pas dire qu'elles sont diamétralement opposées, mais ce n'est pas les mêmes. Elles sont complémentaires, mais ce n'est pas les mêmes. Les dynamiques ne sont pas les mêmes. L'organisation ne sont pas les mêmes. Les timings ne sont pas les mêmes. Et donc, des fois, il faut être un peu schizophrène pour gérer à la fois un groupe et gérer un réseau. D'accord? Il faut se brancher un peu différemment. Alors, tout ce que je vous ai dit là, pareil, je vous donnerai les slides après. Tout ce que je vous ai dit là, c'est théorisé par différentes personnes, dont un, c'est Stephen Downes, si ma mémoire est bonne. On s'en fout. Pourquoi il me dit ça, lui? Gna 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 gna. Pourquoi il me dit qu'il veut pas? Bougez pas. Hop, hein. Ah, fait chier. Hop, hop. Oh, bah là, ça marche. Voilà, c'est ce personnage-là qui fait un peu peur. Donc, ce que je viens de vous dire, je vous le répète, hein. Ah oui, je n'avais pas partagé le son. Bref. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, c'est Stephen Jones qui explique ce que je viens de vous dire, les différences point par point ici. Voilà. Euh, mais dans tous les cas, que ce soit, il y a quand même quelque chose qui soit un peu invariante entre le groupe, la communauté et le réseau, c'est l'individu. Et l'individu, il y a quand même des invariants sur la façon de communiquer, notamment, alors là, je vous ai mis un petit truc sympa, sur les couleurs que vous utilisez pour communiquer, hein, sur les logos des boîtes, les logos des trucs comme ça, pourquoi, ou les logos de vos messages, ou des infographies que vous pouvez utiliser, avec qu'est-ce qui est plutôt de l'ordre de la passion, de la joie, de la fête, du rêve, de la sagesse, voilà. Donc, il y a des codes couleurs, ça c'est un peu invariant. Alors, ça, c'est pour la société occidentale. D'accord? Je ne sais pas dans votre travail, dans quel niveau vous allez travailler, mais là, c'est plutôt pour la société occidentale, les codes couleurs au niveau de la communication. Autre chose qui est importante, bon, mon café il est en train de se refroidir.
on a déjà un peu abordé, c'est le volume d'informations que vous allez avoir à traiter au niveau du travail, au niveau de ce qu'on doit apprendre. Alors j'ai mis un petit schéma qui date un petit peu, mais quand même qui donne une idée, hein. Ça a une dizaine d'années ce travail-là. C'est des gens qui s'étaient amusés à mesurer le volume de travail quand il y a d'informations qu'il y a sur Wikipédia par thème. Alors, tout ce qui touche les arts, avec la variété, donc ça couvre une grande surface, sur la religion, la philosophie, etc., etc. Donc, c'est des volumes d'informations qui sont sur Wikipédia. Et c'est amusé à calculer une volumétrie par rapport au volume d'informations qu'on avait auparavant, avant le multimédia, avant les TIS, sur des encyclopédies papier. Moi, quand j'étais gamin, on n'avait pas accès à tout ça, on avait accès à des petites encyclopédies. Voilà, le volume d'information n'est pas du tout le même aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et ce volume d'information, il est en croissance permanente. Donc, je vous ai mis une référentiel de comment on mesure les volumes d'information entre le mégabit, le gigabit, le terabit, le pétabit, l'hexabit, le zétabit. À chaque fois, il y a un facteur 1000. Et le volume d'information aujourd'hui, il est en zétabit, sont 10 puissance 1000, 1000 puissance 7 octets, donc c'est quelque chose assez énorme. Et en 2010, en produisant 2 fois plus qu'en 2003. Donc là, le nombre d'informations qu'on produit explose. Et là, j'ai retrouvé les références. On est à 175 zeta-octets, donc ici, en ligne sur Internet. 175 zeta-octets, on était à 1 en 2011. Donc on est sur des volumes d'informations qui sont gigantesques. Gigantesques. Donc ça dépasse la capacité cognitive, hein, ça dépasse la capacité humaine. Donc c'est pour ça, on gère énormément de communication, on gère énormément de relations, on gère énormément de volume d'informations. On n'est plus capable de tout stocker ici. Ce volume de 175 états-octets, bon, ça n'a pas d'intérêt de mettre dans une tête, hein. Cognitivement, on est incapable de gérer ça. Et donc, vous verrez dans la conférence de Michel Serres, lui, il parle de ce que moi j'appelle la dévolution cognitive. C'est-à-dire que les savoirs, ils ne sont pas là, ils sont là. Dans un smartphone, vous avez mon image, je pense, si vous voyez, ils sont dans mon smartphone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis obligé de passer pour un truc comme ça pour gérer mon agenda, mes relations, qui c'est qui me parle, parce que je ne peux plus tout avoir dans ma tête. Et en plus, moi, j'ai une petite tête, alors voilà. Et donc, je fais une dévolution cognitive, je mets une partie de mon savoir dans des dispositifs comme ça. Vous mettez, par exemple, d'autres types de d'évolution cognitive. Donc, c'est la relation des gens, les contacts, accès à l'information, les informations, etc., etc. Vous mettez pas mal de choses là-dedans qui est pris en charge par ça. Un autre exemple de dévolution cognitive, c'est le GPS. Vous arrivez à un endroit que vous ne connaissez pas, vous tapez l'adresse et automatiquement, ça va vous amener à la bonne adresse. Voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'on gagne du temps. Mais après, si on doit repasser au même chemin, on ne va pas mémoriser de chemin. Si on doit aller, on reste plusieurs jours au même endroit et puis se déplacer, si on prend toujours le GPS, à aucun cas on va dire bah, je suis passé à droite, je suis passé à gauche, voilà. Et puis on va peut-être passer à côté d'un monument que si j'avais pris une carte, j'aurais pris le temps d'y aller voir. Ah bah ça, ce monument, je vais passer devant parce que ah bah là, il y a tel truc qui m'intéresse, je vais passer. Ah bah là, il y a une rivière, je vais voir s'ils font du kayak, etc., etc. Ça, vous ne le faites pas. Vous suivez la machine. Pourquoi je prends cet exemple de la dévolution avec le GPS? Parce qu'il y a le même risque avec l'intelligence artificielle, de cette dévolution-là, de ne pas réfléchir, de donner à l'intelligence la possibilité de réfléchir à votre place, et du coup de passer à côté de trucs. Mais ça, on en reparlera. Donc voilà, on est sur des volumes d'informations qui sont énormes et qui n'arrêtent pas de grandir. Et donc, on est dans l'obligation d'utiliser des outils pour arriver à suivre et à gérer tout ça. Voilà, humainement, c'est plus possible. Et donc, on est aussi sur quatre, quatre concepts importants autour de la donnée. Donc, je viens d'aborder la problématique du volume. On a énormément d'informations qui sortent. Et la deuxième problématique, c'est la vitesse avec laquelle ça arrive. Euh,
Moi, je m'intéresse à l'intelligence artificielle. Et c'est 4, 5, 6 grosses informations assez fondamentales en ce moment par jour. Et ça depuis 3 ans. C'est un délire. Une augmentation, c'est d'un point de vue économique, techno, scientifique, etc., etc. On est sur des choses qui sont très impactantes, très fortes, très rapidement et de plus en plus. Et donc, il faut arriver à suivre ces informations. Et c'est comme si on est au bord d'une rivière. Pour ceux qui font du kayak, vous allez voir ce que je veux dire. On est dans un flux d'informations. Et ça passe tout le temps, tout le temps. Et le problème, c'est que avec ce flux d'informations, on est en train de faire autre chose. On est en voiture, on est en réunion, on est en ceci, on est en cela. On voit passer une information, il faut s'organiser pour capter l'information, la mettre de côté et la traiter après. On verra des petites astuces et des outils pour faire ça. C'est que tout au long de votre journée, dans votre travail, vous allez avoir un flux d'informations qui va vous tomber. Là, je vous donne plein de trucs très rapidement. C'est un flux d'informations. Mais en parallèle, vous avez vos mails des autres profs. En parallèle, vous avez les mails de vos copains. En parallèle, vous avez, pour ceux qui sont en formation continue ou en formation pro, vous avez les mails de la boîte, etc., etc. Donc, vous avez plusieurs flux d'informations et ça s'accumule, il faut le gérer. Et en parallèle de ça, il y a des nouveautés. Et en parallèle de ça, il y a des nouvelles vidéos. Et en parallèle de ça, il y a des tweets. Et en parallèle de ça, il y a des choses intéressantes sur LinkedIn. Comment j'arrive à gérer, je m'outille, je m'organise pour gérer ce flux et capter des choses qui m'intéressent dans un monde qui va de plus en plus vite. Donc, on verra un peu les méthodos par rapport à ça. Autre problématique de ces flux d'informations, c'est la variété. Il y a des choses sur WhatsApp, il y a des choses sur Insta, il y a des choses sur LinkedIn, il y a des choses sur YouTube, il y a des choses sur les réseaux sociaux, il y a des choses sur le réseau interne de l'entreprise. Comment je fais à quel endroit j'agrège ça? Comment je peux gérer cette variété? Parce que c'est pas facile. D'où un outil comme Notion, vous avez vu, c'est assez simple de créer des trucs. On peut mettre de la vidéo, on peut mettre des messages, on peut mettre des URL, on peut mettre pas mal de choses. Donc, il faut des outils adaptés pour pouvoir gérer la variété. Et une nouvelle problématique qui est prégnante depuis 2016, l'arrivée de Trump au pouvoir, mais qui était déjà un peu vrai avant, c'est qu'on vit dans l'ère de la post-vérité. C'est-à-dire que bah, vous prenez un discours comme Trump, mais il n'y a pas que lui, hein, il peut dire tout son contraire et n'importe quoi dans la même phrase. Et donc, c'est pas quelque chose qui est facile à suivre, c'est pas quelque chose qui est facile à organiser. Euh, et avec les réseaux sociaux, on a la même problématique. On a tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On a la même problématique avec les intelligences artificielles. Le taux de vérité, de, pas le taux de vérité, le pourcentage ouais, si de vérité, on va dire, il y a que le taux de fiabilité des IA est de 60%. 40% est inventé, n'est pas vrai. Et donc là, on a aussi, quand vous prenez la réponse d'une IA, ben, faut la vérifier parce que s'il y a des chiffres et des choses comme ça, il faut faire attention, c'est pas toujours vrai. Même si elle vous dit le contraire, ouais, blablabla, blablabla, c'est pas toujours vrai. Donc il y a cette problématique qui peut être politique, qui peut être religieuse, qui peut être doctrinaire, qui peut être ceci, où les gens détournent la vérité pour plein de raisons. Donc il faut faire euh, attention à la qualité de tout ça. Donc il y a le volume, il y a la vitesse, il y a le bazar et la véracité qui a un problème important. Et donc vous avez à gérer tout ça. Donc il faut s'organiser pour gérer tout ça parce que c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose d'évident. Alors, comment dans tout ce bazar un peu exister, hop, 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 comment vous faire sortir du peloton? On va parler de quelque chose qui va être un peu personnel et qu'on va essayer d'organiser pendant ce cours, en parallèle de ce cours. C'est toute la gestion de votre identité numérique professionnelle. Alors, c'est quoi l'identité numérique professionnelle? C'est les traces que vous allez laisser de façon professionnelle. Parce que tout ce qui est perso, normalement, ça ne va pas faire interférence avec ce qu'on fait au niveau professionnel, mais
on va essayer de travailler sur la partie pro de votre image. C'est toutes les traces que vous laissez derrière vous sur Internet. Alors, quand je dis Internet, c'est au sens large, hein, sur les réseaux, etc., etc. Mais votre identité numérique, c'est aussi tout ce que les traces des autres laissent sur vous. D'accord? Elle est belle ma métaphore avec les mots sur le Tour de France sur la route, non? Vous voyez, j'ai travaillé sur le monde du sport quand même. Je me suis lâché là. Voilà. Et donc l'identité numérique, c'est un, un mélange de tout ce que je dis. Donc c'est tout ce que je vous ai, les expressions, tout ce que vous partagez au niveau de la publication, tout ce que je fais, c'est de l'ordre de la profession, mais aussi tout ce que les likes, les j'aime que je vous mettez, tous les avis que je vous mettez, c'est votre avis. Ça fait partie de votre identité numérique, ça vous qualifie. Quelque chose qui est encore plus personnel, toutes les coordonnées, comment on fait, ou, comment et où me joindre. Votre réputation, tout ce qui se dit sur moi, c'est votre réputation. Alors, niveau local, niveau national, niveau international, niveau de la boîte, niveau là, ça fait partie de votre identité numérique. Tout ce qui vous passionne, de la catégorie des hobbies. Tout ce qui est du niveau du certificat, c'est tout ce qui atteste mon identité. Donc là, on est sur une spécificité de l'identité numérique. Vous allez voir que, par exemple, moi, j'ai validé mon compte LinkedIn avec la piste magnétique de mon passeport, qui n'est pas là d'ailleurs. Voilà, on peut aller jusque-là. Donc, je certifie avec mon passeport que c'est bien moi sur LinkedIn. Vous voyez où on peut aller. Euh, Tout ce qui est dans de la consommation. Ça, c'est plutôt Amazon, Temu, Shein qui va qualifier votre identité numérique. Tout ce que vous savez, donc vous allez acquérir toutes les connaissances que vous avez, tous les avatars, comment je me représente, tout ce qui me représente. Et qui se connaît, c'est votre audience. Et donc, votre identité numérique, c'est l'agrégat de tout ça. C'est important parce que, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais tout ça, ça coûte cher. C'est là-dessus, ça rapporte des milliards à Google, Facebook, Microsoft, etc. Ils font commerce de tout ça. Eux, ils ont des paramètres. Dans chacune des cases que je vous ai montrées là, il y a des paramètres qui vous qualifient. C'est pas un, c'est pas 10, c'est des centaines de paramètres que eux, ils ont sur vous, sur chacune de ces cases-là. Il faut le savoir, ça. Alors moi, j'en aurais Et aussi, hein, pour le cours, j'en aurais moins, mais voilà. Oui, c'est aussi des paramètres en fonction des choix qu'on fait, par exemple, dans des applications ou autres trucs comme ça, non? ouais, c'est la consommation, c'est ce que j'achète. Parce que, Mm. consommation, ça rentre peut-être dans toutes les. Je vous ai montré des stats tout à l'heure sur les applications, les choses comme ça qualifie vos usages. Si tu as LinkedIn, Notion sur ton smartphone et tu n'as que ça, bah, tu es qualifié qu'un usage pro. Si tu as Mhm. WhatsApp, Shazam et YouTube, voilà, c'est pas. Sur ton smartphone, c'est pas le même délire. Mais ça permet de catégoriser les gens et on est tous catégorisés comme ça. Et le problème qu'on a aujourd'hui dans la communication, alors la communication de réseau, c'est qu'ils sont capables de cibler, eux, chaque groupe par rapport à ça. C'est-à-dire que ils ont découpé, ils sont tellement fins avec tellement de paramètres, ils savent s'adresser les informations, gérer leurs algorithmes en fonction de l'ensemble de ces paramètres-là et diffuser les informations en fonction de ces paramètres-là. Donc, moi, par exemple, quand je vais sur Facebook, j'y vais plus, ça me déprime parce qu'on me vend que des trucs, des assurances vie, des trucs pour me faire pousser les cheveux ou enfin, voilà, m'acheter des lunettes, je suis vieux, je suis gros, je dois maigrir, enfin bref, c'est une horreur. Ils m'ont qualifié comme ça, et les pubs sont poussées comme ça. Et chaque personne a des communications différentes. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux qu'on avait au démarrage où il n'y avait pas cette qualification-là, cette personnalisation-là. Moi, avant, j'adorais utiliser Twitter parce que j'avais des informations sur les copains de ma communauté et j'avais une grosse communauté de 15 000 personnes et on avait plein d'informations de gens. Maintenant, quand je vais sur Twitter, je vois que les conneries de Trump, de Musk, des trucs comme ça. Il n'y a plus d'intérêt pour moi d'aller sur. Enfin, ça n'a plus le même outil qu'avant. On l'a changé, on a évolué, on a mis d'autres trucs à la place qu'on remplacé pour ce besoin-là que je trouvais sur Twitter. Maintenant, bah, on le fait dans des communautés qui sont plus cachées sur WhatsApp, sur Discord ou des trucs comme ça. Il y a moins de communautés publiques pour échanger de façon professionnelle comme on s'était auparavant. Donc là aussi, il y a eu ces évolutions-là.
à cause de l'ensemble de ces paramètres-là. Il faut que j'avance parce que voilà. Alors, et ça, c'est assez compliqué, mais je pense que intuitivement, vous avez des idées de ça, de l'impact de ça, mais il faut le gérer d'un point de vue professionnel. Moi, d'un point de vue professionnel, alors je parle professionnel, hein, après perso, je m'en fous, mais bon, des fois ça peut être contre-productif aussi, mais comment je vais gérer tout ça d'un point de vue professionnel? Donc on va aussi travailler là-dessus pendant la formation. Voilà. Et donc, il y a quelques étapes pour bien gérer son identité numérique. Ah, encore très belle analogie avec le Tour de France, Monsieur Battier. Comment, oh, ce lundi matin, vous nous subjuguez. Donc, pour avancer, ils font les beaux outils. D'accord? Vous prenez un outil qui n'avance pas, vous n'allez pas avancer. Ah, très belle métaphore, Monsieur Battier. Alors, vous avez tout un tas d'outils euh, qui sont soit alors avant, il y avait beaucoup d'outils gratuits, mais dans les entreprises, maintenant, c'est des entreprises un peu plus ou moins payantes, mais il y a OutSuite, HotSuite qui fait des trucs sympas, déjà donner des idées sur des mots, sur des personnalités, sur des profils, des choses comme ça, qui vont vous donner des métriques pour suivre tout ça, hein, d'un point de vue professionnel. Donc c'est HotSuite, il y avait l'adresse ici. Qu'est-ce qu'on voit de moi, qu'est-ce qu'on voit des choses comme ça. Et puis ça va vous donner, par exemple, je ne sais pas si vous allez faire du community management, mais à quel moment des cartographies d'attention de votre communauté. Ça, c'est typiquement une cartographie d'attention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, si je veux publier un message qui soit pertinent, ça ne sert à rien que je le poste le mardi à 2 heures du matin, personne ne va le voir. Ou si le poste le mardi à 7 heures, pareil, personne ne va le voir. Si le poste, voilà. Par contre, j'ai intérêt à le poster un message le mercredi à 14 heures. C'est là où j'aurai le chance d'avoir le plus d'impact dans ma communauté. Et cette cartographie de communauté, alors soit vous la faites au doigt mouillé, c'est vous qui la construisez. Quand vous mettez un message, par exemple, un post sur LinkedIn, vous allez voir les likes, à quelle heure ils vont arriver, les nombres de republications, les nombres de vues qui ont augmenté à quelle heure. Vous avez quelques métriques. Ça va vous permettre d'intuiter un peu cette cartographie-là. Mais vous aurez pas il n'y a pas d'outils gratuits qui la font, hein. Même sur LinkedIn, voilà. Donc il faut soit se la faire, j'appelle ça le doigt mouillé, soit acheter des outils qui vont vous permettre de ça, mais c'est des outils très importants quand vous êtes amené à gérer, non pas un groupe, parce qu'un groupe, vous allez le savoir, vous êtes capable de le gérer, mais déjà une communauté, à quel moment et sur quel outil les gens dans mon communauté seront le plus captés, il faut commencer par passer à des outils comme ça. À quel moment un message que je mets sur LinkedIn sera le plus vu? C'est pareil. Alors, c'est peut-être pas pro, c'est plus perso, mais c'est la même problématique. D'accord? Donc, il y a des choses à voir comme ça. Après, il y a des choses un peu plus compliquées, un peu plus personnelles. C'est ce qu'on appelle le processus de subjectivation. C'est entre ce que je suis et ce que je fais. Donc, projeter ça. Entre ce qui est réel et projeté, le processus de simulation. C'est un processus de simulation entre ce que vraiment est ce que j'aimerais faire. Et donc, il y a votre identité numérique, elle se base autour de ça. Donc, par exemple, entre ce que je suis, je projette, là, on est dans le bling-bling et ici, on est vraiment dans le concret. Voilà, si je caricature un petit peu. Et donc, par rapport à ça, on a tout ce qui est l'ordre de l'identité civile, c'est réel, et c'est vous. L'identité narrative, c'est entre le projeté et le être. L'identité virtuelle, entre le projeté et le faire. Un avatar dans les jeux de 3D, ben, c'est pas votre identité réelle, hein, telle que vous pouvez la raconter. Vous pouvez être une elfe dans un monde 3D ou un troll machin avec une grosse massue et des dents qui pendent. Voilà, c'est votre identité virtuelle et l'identité agissante. Et donc, les réseaux professionnels, on se situe plutôt par là. L'engagement social, c'est plutôt par là. Des pratiques amateurs, les communautés d'intérêt, les amis en ligne, les goûts, les amis offline, la famille, c'est plutôt par là. Le moi intime, le moi caché, tout ce qui est dans l'introspection, c'est plutôt par là. Voilà. Et donc, on a tout un tas de comportements sociaux qui peuvent être cartographiés comme ça. Alors, ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt enfin, dans le cadre de ce cours, hein, c'est tout ce qu'on trouve plutôt par là.
tout ce qui est réel et du savoir-faire. Donc l'identité agissante et professionnelle. Un petit peu pour l'identité, pour savoir où on en est aussi, ça alimente cette partie-là. La partie en dessous, ça c'est pas dans le cadre de ce cours. Voilà. Et donc par rapport à ça, on a des attitudes des outils, des comportements de par avant, on se cache derrière une entité pour rencontrer des gens. Bon, ça, c'est les réseaux de mise en relation. On a des outils de ce qu'on appelle de comportement clair-obscur où les gens vont raconter leur vie pour rentrer en contact avec d'autres personnes. Euh, à une époque, il y avait un truc qui marchait bien, c'était les skyblogs, par exemple, ou des choses qu'on revoit sur les réseaux sociaux, les gens racontent leur vie. Bon, voilà. C'est les comportements qui existent. Des outils plus professionnels de présentation, des YouTube, des Wikipédia, des LinkedIn. Vous voyez, on parlait de LinkedIn. Le Flickr, c'est le YouTube pour les photos. Facebook est un outil un peu généraliste. Ah ben, je parlais de Skyblog, il est là. Des outils un peu post-it où on met des messages un peu rapides. Le comportement précédent, c'était l'outil de phare où on veut illuminer la communauté, le réseau de son savoir. Les post-it, c'est des petits messages qu'on met, comme des post-it qu'on mettrait dans un couloir pour montrer donc le type de choses qu'on met sur les post-it, hein, avec des outils qui existent par rapport à ça. Et les outils, les jeux, la lanterne magique, on passe par des avatars pour se représenter dans des mondes virtuels. Voilà. Warcraft, Second Life, des outils comme ça. Donc voilà, il y a différents types d'outils. Ce qui va nous intéresser dans le cadre de ce cours, hein, c'est tout ce qui est ici. Donc la gestion de la communication avec des WhatsApp, avec des mailing lists, avec LinkedIn notamment, qui s'impose de plus en plus comme le réseau professionnel en France. Si vous avez dans d'autres pays, j'étais en Polynésie avant, 100% de la population est sur Facebook, 100% de la communication pro-perso passe sur Facebook. Alors voilà, c'est impressionnant. C'est, je crois, le pays au monde où il y a l'engagement le plus fort par rapport à Facebook. Voilà, je- ça s'explique historiquement, mais LinkedIn n'est pas utilisé de la même façon dans tous les pays. En France, il y a 24 millions de professionnels sur LinkedIn. C'est quand même le réseau le plus important et on peut faire pas mal de choses. Donc les bons outils. Par rapport à ça, c'est moi, qu'est-ce que je veux, pourquoi je suis sur les réseaux? L'intérêt, est-ce que je suis là pour vendre mes produits? Pour ce qu'on a évoqué tout à l'heure, monter une communauté pour échanger, partager par rapport à une problématique, intégrer une communauté, par exemple, je parlais de Notion tout à l'heure, bah, ça peut être intéressant d'avoir une communauté sur Notion pour arriver à faire des templates, des bases de données, gérer les formules dans les bases de données. Enfin, il y a un intérêt quand on peut être dans... Donc, qu'est-ce que je veux montrer pour intégrer cette communauté? On ne va pas rentrer comme ça en disant ah, j'ai une question. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut montrer qu'on s'intéresse, qu'on a un savoir-faire, qu'on peut être intéressant et qu'on peut apporter quelque chose à la communauté. Et donc, par rapport à tout ça, vous avez une éditorialisation de vous-même, avoir une stratégie éditoriale par rapport à vos activités professionnelles. Avoir une stratégie éditoriale par rapport à vos activités professionnelles. Qui je suis, où je vais, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je veux montrer. Voilà le type de conversation qu'on veut avoir dans différents domaines et avec différents outils. Donc là, par exemple, les outils réseaux sociaux 2008, il y a quelques-uns autour des wikis, autour des médias sociaux. On publie des médias. Alors, vous avez YouTube où on publie des vidéos, SlideShare, je ne sais pas si vous connaissez, où on publie des PowerPoint, et Flickr où on publie des photos. Voilà, c'est les outils, voilà, différents types d'outils qui étaient en 2008. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, un peu plus le bazar. On a parlé tout ce matin de Microsoft 365, où on peut publier des choses dans Microsoft 365, mais c'est plutôt entreprise. Des outils de communication autour de Teams, Zoom, Meet, Webex. Ça, c'est des outils de communication. Des outils comme Meta, Facebook, Instagram, ça, c'est les gros outils. Et ça, c'est leur réseau social, avec Twitter, Tumblr, Wikipédia où on peut créer des choses avec la messagerie qui est là. Bon, bref, on peut créer des mailing lists. Il est où mon WhatsApp?
Il doit être en quelque part. Ah ben il est là. Voilà. Des outils de communication, etc., etc. Donc on est sur des écosystèmes qui existent euh, et qui sont spécifiques au pays, à la communauté, à une communauté en fonction de l'âge. Donc ça, il y a un travail de qualification par rapport à vous, à votre écosystème dans lequel vous êtes, entreprise, client, utilisateur, à qualifier. Hein, je vous ai montré tout un tas de stats. euh, qui utilise un smartphone, qui utilise un navigateur, qui utilise une connexion au débit, etc., etc. Et ben, un des travaux que vous avez à faire dans votre écosystème, c'est un peu la même chose. Mes clients, il y en a combien sur Internet, il y en a combien sur WhatsApp, il y en a combien, tac, 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 tac. Et avoir déjà une idée de tout ça. Il y en a combien qui ont des écrans, des smartphones, combien qui ont de double écran, combien qui ont des grands écrans, combien utilisent, voient mes vidéos que je fais sur un écran à la télé, etc., etc. Ça va jouer sur la qualité des médias que vous allez faire, le format des médias. S'ils sont 95% sur des smartphones, vous allez faire des formats 9/16 et pas 16/9. D'accord? Donc, il y a tout un travail d'utiliser les bons outils. Hein, je vous ai montré tout un tas de stats. Je vous remettrai les liens sur les stats après. À vous à voir mon écosystème, c'est quoi? Mon écosystème de travail autour de moi au quotidien, c'est ça. Mes clients, c'est ça. Mes utilisateurs, c'est ça. Mes prospects, c'est ça. Euh, pour aller chercher de nouveaux prospects, c'est ça. Alors, des fois, c'est peut-être assez homogène dans le tout, mais c'est pas forcément très homogène tout ça. Et c'est pas toujours avec les mêmes outils. Donc, il y a systématiquement ce travail de qualification à faire, d'autant plus que ça bouge. Hein, je vais montrer, bon, il y a 15 ans hein, quand même, entre hop, 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 là, 2008 et 2023, c'est 15 ans. Ça n'a plus rien à voir. Un Twitter, l'usage de Twitter aujourd'hui n'a plus rien à voir avec il y a 15 ans en arrière. Les réseaux sociaux, ça a beaucoup bougé, etc., etc. Les moteurs de recherche, ça bouge. Et je ne vous parle même pas de l'arrivée de l'IA dans tout ce bazar. D'accord? Donc, on est sur des évolutions constantes, mais c'est important à des moments de se faire, putain, j'en suis où là? On fait quoi? Qui fait quoi? Et comment? Et avec quoi? OK? Est-ce qu'il y a LinkedIn? Ah oui, il est là, ouais. D'accord. Ça, c'est Slack. Je vois, il y a Notion, Monday aussi. Monday, c'est aussi un outil de gestion de projet. Moi, je suis moins fan que Notion parce qu'il n'y a pas notamment cette partie base de données. Et puis, c'est payant. Donc, c'est gratuit que pour deux trois. Là, ce que j'ai fait avec Notion, gratos, on est 15-20 là. Dans le cas, je ne pourrais pas le faire avec Monday. C'est limité à 3, 4, je crois. Donc, voilà. Discus, c'est une boîte de lyonnaise. Tiens. Voilà, pour la petite histoire. Donc, les bons outils. Moi, je ne peux pas vous dire quel est le bon outil. Il faut qu'on si vous avez des questions à me poser, c'est vous dire bah, je suis dans tel contexte, Alain, je pense que ceci, cela. Et donc, on se fait une grille. Je peux vous aider à élaborer la grille d'évaluation qui permettrait d'avoir le bon outil. Mais il y a tout un tas de questions à se poser. Qui sont mes clients? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Et donc, avoir tous les paramètres que je vous ai montrés. Est-ce qu'ils sont sur smartphone? Est-ce qu'ils sont souvent sur Internet? Est-ce qu'ils se connectent? Quels réseaux sociaux ils utilisent, etc. Et ça, c'est quelque chose qui se fait au fil de l'eau et c'est important d'avoir ça en tête, cette grille d'analyse dans la tête. Euh, et puis dernière non, il faut que je me dépêche parce que j'ai pas entendu les cloches de 11 heures là, monsieur, celui qui avait les, ou celle ou celui qui avait les cloches, j'ai pas attendu à 11 heures, il est 11 heures passées, il faut que je me dépêche, on finit à 11h15. Le type d'outils qu'on utilise, alors les SMS, c'est un peu passé de mode, les messageries instantanées, les mails, les blogs et le microblogging, hein, entre ce qui est basse fréquence et haute fréquence. Hein, quand on échange fréquemment, bah, on va passer de la messagerie instantanée, des groupes WhatsApp, Discord, voilà, public, pas public, privé et public. Discord, ça dépend de comment on programme son groupe. Mais voilà, il y a des outils qui sont spécifiques aussi sur la communication. Hop, hop, hop. Et donc, ce qui est important, c'est d'observer ce qui se passe dans votre domaine, se poser, hein, prendre une petite bouche de pain et puis un peu des tartines et un peu de fromage, là, et vous posez 5 minutes. Mais on en est où dans mon écosystème? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il y a tout un tas d'outils qui vous permettent de faire de la veille.
comme Wikio, des blogs, Medium, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une super plateforme de publication de blogs sur les blogs, et avoir des grilles de lecture pour identifier un peu dans mon domaine qui sont les leaders, qui sont les leaders, qui sont les... Ah, c'est pas gourou, c'est les mentors, qui sont les gens qui sont plutôt communautaires, qui sont les gens qui sont un peu bling-bling et qui sont les gens qui font un peu les stars. Alors je vous ai montré ces petites bulles là qui sont assez marrant. C'est qui me suit et qui moi je suis. Qui sont abonnés à mon compte et quels sont les comptes à qui je suis abonné. Vous voyez, following, follower. Et là, entre deux, c'est une communauté. Et donc, il y a des gens qui suivent beaucoup de gens et qui sont suivis par peu de gens. Donc, c'est des gens qui sont à la recherche. Où là, le nombre de followers, de following sont à peu près. Donc, c'est quelqu'un qui est très communauté. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de followers et qui suit peu de personnes. C'est plutôt quelqu'un qui se la pète, qui fait un peu la star, qui n'est pas du tout sur la communauté. D'accord? Euh, et donc, juste ça. Ça vous permet de qualifier un peu les personnes que vous avez en face de vous. Donc, vous avez ça sur les profils, sur Facebook, sur Twitter, des choses comme ça, ou sur LinkedIn aussi. Vous avez, si je prends un profil LinkedIn, euh, hop, hop, je suis sur quel compte? Hop. Quand vous allez sur LinkedIn, euh, vous savez le nombre de followers, donc les gens qui sont abonnés à un compte. Ça, c'est mon profil. Ouais, c'est mon profil. Si vous descendez dans mon profil, voilà, vous avez le nombre d'abonnés qui apparaît ici. Moi, j'en ai voilà, 31 000 qui sont abonnés à mon compte. Non, ça, c'est l'ensemble de la communauté, c'est 31 000. Voilà. Et si je clique dessus, normalement, voilà, c'est un- ça, c'est le nombre de gens que je suis, le nombre de gens qui me suivent. Moi, j'ai un mauvais exemple, ça. Voilà. Bref, LinkedIn. Et sur Twitter, hop, ça se trouve où? Profil. Voilà, c'est ici. Nombre d'abonnés et d'abonnés et d'abonnements. D'accord? Donc, c'est ces paramètres-là qu'on retrouve hop, dans les outils que j'avais tout à l'heure. Hop, hop, pom, pom, pom. Oh là, j'ai bien été bavard. Ici. Voilà. Hop, voilà. D'accord? Donc, ça vous permet de qualifier à qui vous avez affaire. L'idée aussi, c'est de suivre discrètement. J'insiste sur le mot discrètement. euh, les gens sur les réseaux sociaux et trouver la bonne exposition de soi, hein, pour quand même montrer des choses, mais quand même qu'on soit pas trop, mais quand même on arrive à vous identifier, que ce soit vous. Trouver la bonne exposition, comment bien se présenter et éviter de tomber dans la caricature. Voilà. Et l'idée aussi, c'est n'essayez pas de vous construire une fausse image de vous-même, parce que ça se voit, mais surtout avec les IA, les machins, les trucs, les bidules, ça se voit assez rapidement. Voilà, hop, j'arrête le partage. Un peu ce que je vais vous dire ce matin comme pour lancer ce cours. Donc, je vous ai donné énormément d'informations. On commence à deux, trois petites choses. Je vais vous envoyer un message. Oh, merde, je crois que j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Ah ben non, j'ai pas coupé. Voilà. Autre enregistrement. Arrêtez l'enregistrement. Voilà. Euh, je vais récupérer la vidéo. Je vais vous la